Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire organisé par MedTech Plus et Santé Canada. Mon nom est Karine Huillier, je suis directrice partenariat, recherche et innovation chez MedTech Plus. Il me fait très plaisir de vous présenter aujourd'hui l'ordre du jour de ce webinaire. Donc, je vais tout d'abord commencer par une rapide présentation de MedTech Plus. Par la suite, nous avons la chance d'avoir nos experts Santé Canada pour deux sujets très intéressants, la réglementation des essais cliniques pour les instruments médicaux. Cette présentation sera suivie d'une petite période de questions. Par la suite, nous aurons la santé numérique et l'intelligence artificielle dans les soins de santé, le point de vue d'un régulateur, suivi également d'une petite période de questions. Alors, à toute fin pratique et logistique, vos micros et vos caméras sont coupés actuellement. Vous ne pouvez pas les allumer. Donc, si vous souhaitez poser des questions, je vous invite à utiliser la boîte Q&A et non pas le chat. Donc, merci s'il vous plaît d'utiliser la boîte Q&A qui se trouve en bas de votre écran. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer. On peut passer à la slide suivante, s'il te plaît. Merci. Alors, rapidement, MedTech Plus, qui nous sommes? Donc, nous sommes un consortium industriel, une organisation à but non lucratif qui a été créée en 2013 par le gouvernement du Québec. Notre mission, c'est d'accélérer l'innovation dans le domaine des technologies médicales et plus largement dans le domaine des technologies de la santé. Pour ce faire, nous avons des programmes de subvention de projets collaboratifs entre les universités ou les centres cliniques et les entreprises. Prochaine slide. Depuis 2017, nous avons également reçu un financement de la part du gouvernement fédéral via le programme Centre d'excellence en commercialisation de la recherche. Grâce à ce financement, plus particulièrement, nous soutenons l'intégration, l'adoption et la commercialisation des technologies de la santé au Canada. Donc, nous avons deux outils. Un fonds d'investissement, donc nous pouvons investir directement dans les startups et PME innovantes au Canada, et un réseau de centres d'excellence clinique avec lesquels nous avons structuré un processus d'adoption et d'intégration des innovations. Nous appelons ce réseau le réseau Beachhead. Prochaine slide. Comme vous le voyez, MedTech Plus supporte les entreprises à travers tout le continuum de l'innovation qui est représenté ici par l'échelle de maturité technologique. Donc, on les supporte depuis l'idée jusqu'à la commercialisation en passant par le prototypage, la validation en milieu représentatif ou milieu réel. Nous avons également un programme de coaching que nous appelons Accélération Innovation MedTech qui est en collaboration avec le CNRC Paris. Alors, avant de passer la parole et avant de vous présenter nos experts Santé Canada, rapidement, sur la prochaine slide, on va pouvoir voir des dates importantes à retenir, donc nos prochains appels à projets. Pour nos programmes Impact régulier et partenariat académique, la prochaine date de dépôt, c'est le 10 août 2022. Pour le partenariat entreprise, le 14 octobre 2022. Nous allons aussi avoir prochainement un appel à projet pour notre réseau Beachhead et également une période de recrutement d'une prochaine cohorte d'entreprises pour notre programme Accélération Innovation. Prochaine slide, s'il te plaît. Pour terminer, je vous invite, si vous avez des questions ou si vous voulez plus d'informations sur nos programmes, nos outils, à nous contacter. Alors, sans plus tarder, rapidement, je vous présente nos deux prochains intervenants. Donc, on a M. Daniel Amine. Daniel Amine est titulaire d'un doctorat en biochimie et d'un post-doctorat en neurosciences. Par la suite, il a obtenu un baccalauréat en sciences infirmières de l'Université de Montréal et a travaillé comme infirmier clinicien avec le CHUS de l'Ouest de l'île de Montréal. Depuis février 2018, Daniel travaille comme évaluateur scientifique à la section de l'autorisation d'essais expérimentaux à la direction des instruments médicaux. Nous avons également pour cette première présentation Madame Bissi Lavuilly. Bissi est la gestionnaire de la division des essais expérimentaux et de l'accès spécial au sein de la direction des instruments médicaux. La division assure la surveillance réglementaire des instruments médicaux non homologués utilisés dans les essais cliniques ainsi que ceux utilisés pour l'accès d'urgence lorsque les alternatives ne conviennent pas, ne sont pas disponibles ou ont échoué. Elle a travaillé au sein de la direction, anciennement connue sous le nom de Bureau des instruments médicaux, pendant 15 ans dans différentes divisions. Elle est titulaire d'un baccalauréat en biochimie, d'un baccalauréat en génie chimique et d'une maîtrise en génie biomédical. Alors, sans plus tarder, je leur laisse la parole pour leur présentation. Merci à tous et bon webinaire.
Merci, Karine. Je vais partager mon écran. Bonjour, merci pour l'invitation à cet événement. Tout d'abord, permettez-moi de faire cette déclaration. Je reconnais que je vous parle à partir de la région de la capitale nationale, qui est située sur le territoire non cédé de la nation algonquin Anishinaabe, présent en ce lieu depuis des temps immémoriaux. Je reconnais que les Algonquins sont les gardiens et défenseurs traditionnels du bassin hydrographique de la rivière des Outaouais et ses affluentes. Je respecte et j'affirme les droits fondamentaux et issus des traités de tous les autochtones de l'ensemble de ce territoire. Je remercie ce peuple pour leur générosité et de leur collaboration. Cette présentation est intitulée « La réglementation des essais cliniques des instruments médicaux ». Comme Karine a bien dit, je m'appelle Daniel Amine. Je serai assisté par mon collègue Bissi, qui est en même temps le gestionnaire de mon département. Nous faisons partie du bureau des autorisations des essais expérimentales, du programme d'accès spécial et de la surveillance post-commercialisation, qui est situé dans la direction des instruments médicaux. Cette présentation vous donnera un aperçu des instruments médicaux, de la direction des instruments médicaux, le règlement sur les instruments médicaux, le règlement sur l'essai expérimental des instruments médicaux liés à la COVID. Nous allons terminer avec un aperçu sur l'initiative sur la modernisation des règlements des essais cliniques. Il est possible qu'en février 2022, lors de la présentation par notre collègue Jad du Bureau des essais des services d'homologation, vous avez eu l'opportunité de vous familiariser avec la structure de la direction des instruments médicaux. En bref, la direction des instruments médicaux comprend 6 bureaux. En ce qui concerne l'évaluation d'une demande d'essai expérimental, le dossier est étudié par les évaluateurs de la division d'essai expérimental et ceux des 5 divisions du bureau d'évaluation. Il faut souligner qu'il y a 4 classes des instruments médicaux dépendamment du niveau de risque. Cette présentation va mettre en lumière le fait que ce sont les instruments médicaux des classes 2 à 4 qui font l'objet d'une demande d'essai expérimental. Et c'est la partie 3 du règlement sur les instruments médicaux qui s'applique aux instruments médicaux non homologués qui sont importés ou vendus aux fins d'essais expérimentaux au Canada. Comme on peut le voir dans le règlement, la sous-section 80 du règlement dit ceci. Il est interdit d'importer ou de vendre un instrument médical aux fins d'essais expérimentaux au Canada, sauf si les 2 conditions suivantes sont remplies. 1. Le fabricant ou l'importateur détient une autorisation délivrée en vertu du paragraphe 83 et s'il a en sa possession un registre contenant les renseignements et documents visés à l'article 81. Deuxième, le fabricant ou l'importateur a en sa possession un registre contenant les renseignements et les documents visés à l'article 81. Et lorsque une demande est soumise à Santé Canada, une autorisation d'essai expérimental est délivrée si, suite à l'étude du dossier, le ministre détermine que les conditions suivantes sont réunies. 1. L'instrument peut être utilisé aux fins d'essai expérimental sans présenter un risque grave pour la vie, la santé ou la sécurité des patients, utilisateurs ou les autres personnes. 2. L'essai expérimental ne va pas à l'encontre de l'intérêt des patients en cause. 3. Les objectifs de l'essai expérimental seront atteints. Donc ça, c'est les 3 conditions pour avoir une autorisation. Il faut noter que c'est le fabricant du dispositif médical qui fait la demande d'autorisation. Toutefois, un professionnel de la santé peut agir
comme le correspondant réglementaire. Il est très important de souligner qu'il n'y a pas de frais pour une demande d'essai expérimental. Et lorsque le ministre délivre une autorisation, cela ne veut pas dire que les résultats découlants de l'étude seront considérés comme étant adéquats pour une demande d'homologation. Bon, certaines personnes nous posent la question suivante. Est-ce que je peux garder les instruments réutilisables à la fin d'un essai expérimental? La réponse, c'est non. Il faut retourner les dispositifs non utilisés et ceux qui sont réutilisables chez le fabricant. Donc, l'autorisation délivrée par le ministre est requise pour l'importation et ou la vente d'un dispositif médical de classe 2, 3 ou 4 non homologué au Canada qui sera utilisé pour une investigation clinique. J'aimerais préciser que quand on parle de la vente, cela couvre la location et la distribution du dispositif médical, même s'il n'y a pas de compensation monétaire. Une autorisation est aussi requise pour un dispositif homologué au Canada, mais qui sera utilisé dans une étude parrainée par le fabricant dans le but d'évaluer une nouvelle indication. Une demande d'essai expérimental n'est pas requise pour les situations suivantes. Un instrument médical de classe 1, un instrument qui ne satisfait pas la définition d'un instrument médical, un essai clinique de phase 4 ou une étude de commercialisation. Ici, sur ce diapo, vous voyez quand même quelques exemples. Ici, on voit qu'en 2021, le ministre a délivré 140 nouvelles autorisations et 212 autorisations ont été renouvelées. Voici les informations qu'il faut soumettre au moment de déposer une demande d'autorisation d'essai expérimental. Le fabricant de toutes les classes d'instruments médicaux doivent avoir en position toutes les informations sur cette diapo. Pour un instrument de classe 2, il faut soumettre au moins les informations en gras. Pour les classes 3 et 4, il faut soumettre toutes les informations. Mais je tiens à préciser que pour les instruments de classe 2, Santé Canada peut demander des renseignements complémentaires dépendamment du type de dispositif et de l'étude en question. Voici les renseignements à fournir sur le chercheur compétent, son nom et l'adresse. Le curriculum vitae et un engagement écrit du chercheur sont requises pour les classes 3 et 4. Il faut souligner qu'un chercheur compétent est un professionnel de santé avec un permis d'exercer la profession dans la province où l'étude va se dérouler. Il faut informer Santé Canada du nom et adresse postale de l'établissement où il est proposé d'effectuer l'essai expérimental. Et le comité d'éthique de l'établissement doit délivrer une lettre d'approbation avant que l'étude soit débutée. Pour les classes 3 et 4, il faut transmettre une copie de cette approbation à Santé Canada. Mais pour les classes 2, la transmission de cette preuve d'approbation par le comité d'éthique n'est pas nécessaire. Ici, vous allez voir sur cette diapositive quelques scénarios de demande d'autorisation qu'on reçoit. Scénario 1 à gauche. Scénario 1, instrument médical utilisé dans plusieurs études avec différents protocoles ou plusieurs instruments médicaux provenant des fabricants différents utilisés dans le même protocole. Dans ce cas, une demande est requise pour chaque instrument ou chaque étude. Cependant, il est possible de regrouper les demandes et les soumettre ensemble. Deuxième scénario, l'instrument non homologué utilisé dans un essai clinique portant sur un médicament. Dans cette situation, il faut soumettre une demande d'autorisation d'essai expérimental afin d'utiliser le dispositif. Il faut aussi soumettre une demande d'essai clinique pour le médicament. Donc, le fabricant ou les fabricants doivent obtenir les deux autorisations avant de débuter l'étude.
La troisième scénario que vous voyez à gauche, c'est un produit mix médicaments et instruments. Dans ce cas, le choix du bureau pour évaluation de la demande dépend du mécanisme d'action principal. Ceci permet de créer un portail d'entrée unique pour la demande. Sur cette diapo, vous pouvez constater qu'à partir du moment que la demande est reçue jusqu'à la décision finale, il faut 30 jours. Et la décision peut être un refus ou une autorisation. Pendant l'évaluation du dossier, il y a des moments de communication entre Santé Canada et le fabricant ou le correspondant réglementaire. Par exemple, suite à la réception du dossier, il y a un examen préliminaire afin de décider si tous les documents requis ont été reçus. Si c'est le cas, un avis d'acceptation du dossier est envoyé au correspondant réglementaire. Mais s'il y a des manquements, un avis d'insuffisance est envoyé dans les 15 jours suivant la réception. Aussi, pendant l'évaluation du dossier, une demande de renseignements complémentaires peut être envoyée au fabricant conformément aux sous-sections 84 et 85 du règlement sur les instruments médicaux. Le fabricant ou son correspondant réglementaire a 60 jours pour répondre à cette demande. Suite à l'obtention de l'autorisation, le fabricant et chercheur impliqués dans l'étude ont certaines exigences conformément avec le règlement sur les instruments médicaux. Par exemple, en cas d'incident majeur, c'est-à-dire un incident qui entraîne la mort ou une détérioration grave de l'état de santé d'un patient, utilisateur ou une autre personne. Dans ce cas, le fabricant a 10 jours pour informer Santé Canada. Et le chercheur qualifié qui est en charge de l'étude a 72 heures pour informer Santé Canada par rapport à cet incident. Il est fortement recommandé d'appliquer la norme ISO 14155 qui explique l'application de la bonne pratique clinique dans la conception, conduite et les rapports des essais cliniques. Toute personne qui obtient une autorisation d'essai expérimental a aussi l'obligation de se familiariser et de se conformer aux différentes sections relatives à la publicité, registre de distribution, plainte, ainsi que l'enregistrement des implants. Ça arrive des fois que l'autorisation doit être révisée afin de continuer avec l'étude. Voici donc les conditions qui peuvent nécessiter la révision d'une autorisation d'essai expérimental. En cas d'interruption du projet par le fabricant, il faut aviser Santé Canada dès que possible. Et à l'achèvement du projet ou la fermeture, il faut aussi aviser Santé Canada et s'assurer de retourner tous les instruments réutilisables aux fabricants ou importateurs. Comme vous le savez, la COVID a nécessité une réponse sans précédent pour s'assurer que les Canadiens avaient accès aux produits de santé dont ils ont besoin. Le gouvernement a mis en place une ordonnance provisoire afin de permettre l'acquisition des matériels nécessaires. Donc, l'ordonnance provisoire a donc introduit des flexibilités en reconnaissance de la pandémie. De nombreuses études ont été autorisées. Les essais autorisés sur la COVID-19 sont partagés sur le site web de Santé Canada et les leçons apprises seront évaluées en vue d'une applicabilité plus large dans le cadre de la modernisation réglementaire des essais cliniques. Et quand on parle de la réglementation des essais cliniques des instruments médicaux liés à la COVID-19, le fabricant a deux options. À gauche de cette diapositive, il peut choisir de soumettre la demande selon le règlement pour essais cliniques à l'égard de la COVID-19. Ça, c'est la voie plus rapide. Ou il peut choisir à droite la voie normale qui est selon la partie 3 du règlement sur les instruments médicaux que je viens de vous étaler. On va passer maintenant à un projet qui est en cours. C'est l'initiative de modernisation des règlements des essais cliniques. Le but,
de cette initiative est d'encourager les essais cliniques au Canada en créant un environnement qui appuie des essais plus innovateurs. Quand on regarde les outils réglementaires existants, on constate qu'il y a certaines contraintes. Par exemple, il y a une rigidité réglementaire qui peut limiter l'innovation en matière de dispositifs médicaux. Un autre exemple, il y a des exigences qui varient d'une gamme de produits à l'autre et à l'échelle internationale. Donc, l'objectif de la modernisation, ce sont les 1. Continuer d'assurer la protection des sujets de recherche. 2. Augmenter les investissements en recherche et développement dans les essais cliniques au Canada. 3. Accroître la confiance de l'intégrité des données des essais cliniques canadiens. Et cette diapo vous donne la catégorisation des essais cliniques selon cette initiative de moderniser la réglementation des essais cliniques. Et lorsqu'on regarde la modernisation des législatifs apportés sur la loi sur les aliments et les drogues en 2019, on constate que la modernisation modifie l'approche globale de la réglementation des essais cliniques. Donc, ça commence à partir du moment où une autorisation est délivrée, donc autorisation pour une vente ou importation, la conduite de l'essai clinique et tout au long de vie de ce produit. Et on voit par exemple quelques exemples comment ça va changer. Par exemple, selon le règlement en vigueur, seul le fabricant ou un importateur peut déposer une demande d'autorisation pour essai expérimental. Mais avec la modernisation, un chercheur indépendant, par exemple, un clinicien, peut aussi soumettre une demande. Deuxième exemple, selon le règlement en vigueur, en cas d'essai clinique impliquant plusieurs produits, il faut soumettre une demande pour chaque produit. Mais avec la modernisation, il y aura une voie d'autorisation unique pour les essais combinés. Si on regarde la situation après la délivrance d'une autorisation, les exemples suivants démontrent que la modernisation de la réglementation va apporter des avantages. Premier exemple, le langage utilisé dans le règlement en cours n'est pas clair. Donc, il faudra donc utiliser la ligne directrice afin d'apporter des clarifications nécessaires. Mais avec la modernisation des règlements, un langage clair sera introduit dans les règlements. Deuxième exemple, avec le règlement en cours, il n'est pas possible de suspendre l'utilisation des produits expérimentaux dans une étude en partie ou en totalité sans avoir à annuler l'intégralité de l'essai. Mais avec la modernisation, la réglementation permettra à Santé Canada de suspendre un produit, un site, un bras ou un essai en entier, dépendamment de la situation. En tout, la modernisation de la réglementation est une bonne chose car cela va apporter l'intégration des bonnes pratiques cliniques, une flexibilité pour l'utilisation hors indication des dispositifs commercialisés selon des critères spécifiques, la capacité de l'organisme de réglementation d'imposer des modalités et des conditions à tout moment au cours d'un essai clinique. Les essais cliniques seront aussi plus décentralisés et avec la modernisation, il faudra enregistrer des essais cliniques d'un dispositif médical et il faudra aussi divulguer les résultats. En résumé, la modernisation des réglementations des essais cliniques va soutenir la recherche et l'innovation, rendre des règlements plus flexibles et basés sur des risques, refléter l'évolution de l'environnement des produits de santé. Il faut retenir que les intervenants ont participé dans l'initiative de modernisation et continueront à participer à des étapes clés de l'élaboration des politiques et des règlements. Donc, ça, c'est la fin de cette présentation. Nous vous remercions pour votre attention. Merci beaucoup, Daniel. C'était très intéressant. Nous avons déjà quelques questions.
Alors, est-il requis d'enregistrer l'étude sur clinicaltrial.gouv suite à l'obtention d'un ITA? OK. Donc, pour l'instant, selon les règlements en cours, on n'est pas obligé. Mais avec la modernisation, on sera obligé d'enregistrer tous les essais cliniques, oui. OK, merci beaucoup. Je pense que nous avons une deuxième question. Exigez-vous que les instruments utilisés dans le cadre des essais cliniques soient certifiés aux normes internationales de sécurité des équipements médicaux, par exemple la série des normes IEC 6060-1, etc. Donc, si je comprends bien, la question, c'est par rapport à la certification du produit, c'est ça? Exactement, oui. Est-ce que vous OK. demandez que les instruments qui sont utilisés dans les essais cliniques soient certifiés aux normes internationales de sécurité? Par exemple, j'imagine les normes électriques, ce genre de choses, par exemple. Bon, ce que je peux dire en général, c'est que sur le site web du Santé Canada, il y a quand même des informations par rapport aux normes donc, ce sont des critères pour satisfaire l'efficacité et la performance des produits. Donc, chaque fabricant doit s'assurer qu'au moins les normes qu'il utilise sont semblables à ce que nous avons. Donc, il faut se conformer à nos normes. Parfait, merci beaucoup. J'ai également, je pense que nous avons le temps encore pour une dernière question. Quand est-ce que la modernisation des essais cliniques sera en vigueur? Bon, ça, comme vous avez mentionné tantôt, c'est un travail qui est en cours. Donc, on est à une étape où on essaye de finaliser les travaux. Donc, lorsque ça sera fini, tout le monde sera informé si on va passer à cette option-là. Donc, pour l'instant, c'est un travail en cours. Je peux ajouter que sur le site web aussi, il y a des avis et des mises à jour sur le progrès de la modernisation. Alors, on vous invite de faire référence à ces informations, à le progrès surtout. Il y a des différentes phases de le progrès pour vous informer, mais il y a différents stages. Et j'espère que peut-être vers l'année prochaine ou fin de cette année, on pourrait vous informer des mises à jour de progrès. Super, merci beaucoup. Écoutez, merci beaucoup pour cette présentation, c'était très intéressant. Si jamais dans l'audience, vous avez d'autres questions, vous pouvez toujours les envoyer, puis on les fera parvenir à Daniel et Bissy plus tard et ils pourront vous apporter des réponses par courriel. Donc, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions qui vous viennent un petit peu plus tard, n'hésitez pas à les mettre dans la boîte Q&A. Alors, sans plus tarder, je vous propose maintenant de passer à notre deuxième présentation qui sera présentée par Ben Elliott. Donc, le sujet, je vous rappelle, la santé numérique et l'intelligence artificielle dans les soins de santé, le point de vue d'un régulateur. Alors, très rapidement, Ben Elliott est titulaire d'un baccalauréat en génie électrique et bioingénierie de l'Université de Toronto et d'un doctorat en neurosciences de l'Université d'Ottawa. Après ses études en 2016, il a rejoint Santé Canada en tant qu'évaluateur dans la division des appareils cardiovasculaires avec une spécialisation dans l'évaluation des appareils actifs. Il travaille également sur la modernisation des lignes directrices reliées aux instruments médicaux ainsi que sur l'implémentation d'un système intégré pour traiter les demandes d'accès spécial. Alors, Ben, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Merci, Karine. OK. Alors, bonjour à tous. Comme Karine vient de vous dire, je m'appelle Ben Elliott. Avant de commencer, j'aimerais remercier les organisateurs de m'avoir invité aujourd'hui et toutes les personnes présentes pour leur intérêt. C'est un vrai privilège de m'adresser à vous aujourd'hui. Alors, au cours des 30 ou 25 prochaines minutes, j'aimerais aborder les 4 sujets suivants. La première consiste simplement à introduire la présentation
sur la santé numérique et l'intelligence artificielle. Je vous promets d'être bref sur le point numéro 1 de l'ordre du jour. Après, je vais me concentrer sur les applications cliniques de l'intelligence artificielle et j'expliquerai pourquoi nous utilisons à la fois intelligence artificielle et apprentissage automatique ou apprentissage machine. Les considérations que Santé Canada doit prendre en compte lors de la réglementation de ce genre de technologie. Et enfin, je tiens à souligner que la réglementation des logiciels et de l'intelligence artificielle dans les soins de santé n'est pas un problème national, mais international. Santé Canada est fortement impliqué sur la scène mondiale. Alors, avant de commencer, avant de rentrer vraiment dans la partie plus importante des présentations, il va falloir qu'on traite un peu la terminologie. Alors, quand on dit instrument médical, qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, il y a une définition claire dans la loi canadienne. En bref, il s'agit d'une chose fabriquée, vendue ou présentée pour être utilisée dans le diagnostic, le traitement, l'atténuation ou prévention d'une maladie chez les êtres humains. Il y a une raison pour laquelle nous présentons toujours cette définition. On nous demande toujours, une application est-elle un instrument médical? Un logiciel peut-il être un instrument médical? Qu'en est-il des logiciels qui utilisent l'intelligence artificielle? Notre réponse, s'ils répondent à la définition de traitement, diagnostic ou prévention, alors oui, c'est un instrument médical que nous réglementons. Sur le côté droit de la diapositive, je voulais simplement vous montrer la composition du programme des instruments médicaux. En bas, je montre que les produits que nous réglementons sont classés en fonction du risque. Nos activités de réglementation sont fortement basées sur le risque du produit. Par exemple, un pansement est un instrument médical. Nos équipes techniques n'évaluent pas les rapports d'essai des brosses à dents. En revanche, nous passerons des jours et des semaines à évaluer des tests sur un dispositif de thérapie du cancer, par exemple. Alors, réduisons un peu le champ d'application à la santé numérique. Pour nous, en tant que régulateur de produits, notre définition est limitée aux instruments médicaux. Donc, pour nous, la santé numérique signifie politique et produits qui rendent les soins de santé plus accessibles, qui améliorent et facilitent les diagnostics plus rapides et qui favorisent les soins de santé à distance. En 2018, Santé Canada a créé une nouvelle division de la santé numérique pour accroître sa capacité à réglementer les technologies numériques de santé, y compris les logiciels à titre d'instrument médical, pour aborder les aspects de la cybersécurité des instruments médicaux et pour faire avancer les produits de santé basés sur l'intelligence artificielle. Si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur notre division santé numérique, n'hésitez pas à scanner le code QR que j'ai inclus sur la diapositive. Alors, la flèche que vous voyez sur ce diapo ne montre pas toutes les exceptions, mais elle vise à démontrer une tendance générale que nous avons observée au cours de la dernière décennie à Santé Canada en ce qui concerne les logiciels d'instruments médicaux. Les logiciels existent depuis longtemps, mais dans le monde des instruments médicaux, ils ont été plus ou moins utilisés pour contrôler les instruments médicaux depuis de nombreuses années. À mesure que nous avançons dans le temps, nous commençons à voir apparaître de plus en plus de logiciels à titre d'instrument médical. Plus à droite, sur cette diapositive, nous voyons maintenant davantage de technologies émergentes, intelligence artificielle, différents modèles de livraison logicielle, informatique en nuage, logiciel en tant que service, etc.
Et nous admettons que dans le monde de la santé numérique, le rythme du développement est stupéfiant. La nouveauté de certaines innovations rend leur réglementation difficile, dans certains cas, peut-être parce qu'il n'y a pas de précédent. Et certains de ces instruments nécessitent une mise à jour quasi continue. Dans ce monde de la santé numérique, la réglementation doit donc prendre une tournure un peu différente pour tenir compte des différentes caractéristiques de la technologie. Le reste de ma présentation portera sur l'IA ou l'intelligence artificielle et sur la manière dont nous abordons la réglementation des instruments médicaux basés sur les logiciels et l'IA. Alors encore, on va toucher un peu la terminologie. Beaucoup d'entre vous ont peut-être déjà vu ce genre de diagramme sous diverses formes. Il provient d'une publication relativement ancienne sur l'imagerie diagnostique, mais il est encore utile. Cette image montre que l'apprentissage automatique ou machine est un sous-ensemble de l'intelligence artificielle. Il indique que l'intelligence artificielle est un sous-domaine de l'informatique consacré à la création de systèmes permettant d'effectuer des tâches qui requièrent normalement l'intelligence humaine. C'est assez large. Examinons l'apprentissage automatique. Il s'agit d'un sous-domaine de l'intelligence artificielle dans lequel les ordinateurs sont formés pour effectuer les tâches sans programmation explicite. C'est généralement ce que nous entendons lorsque nous parlons de l'IA dans le cadre des instruments médicaux. Des algorithmes qui sont formés à partir de données et qui deviennent en principe meilleurs dans leurs tâches en étant exposés à davantage de données. Je ne parlerai pas de l'apprentissage par représentation ou de l'apprentissage profond, mais je dirais seulement qu'il s'agit également de sous-ensemble de l'apprentissage automatique. Je dois cependant m'excuser, j'ai parlé et je parlerai encore beaucoup d'intelligence artificielle, mais j'admets les deux termes intelligence artificielle, l'IA, et l'apprentissage automatique ou apprentissage machine de manière interchangeable. Je voulais simplement préciser que dans le monde des instruments médicaux, généralement, quand nous faisons référence à l'intelligence artificielle, nous faisons référence à notre logiciel qui a utilisé une sorte d'apprentissage automatique. C'est pourquoi nous écrivons généralement IA ou dans les diapositives, vous allez remarquer peut-être en anglais AI et puis avec ML ensemble. Il s'agit d'intelligence artificielle, mais plus précisément, il s'agit de machine learning ou apprentissage automatique ou machine. Alors, Santé Canada n'a pas vu un raz-de-marée de demandes d'homologation pour les dispositifs médicaux basés sur l'IA, mais nous avons certainement constaté une forte augmentation au cours des 2 ou 3 dernières années et cela continue. Les instruments sont principalement dans le domaine de l'imagerie médicale, le plus souvent utilisé pour l'analyse d'images médicales. Oh. Pardon. J'ai sauté. OK, voilà. On y revient. Cette application d'intelligence artificielle à l'imagerie médicale était bien connue au moment de la planification de la division santé numérique. Nous avons une expertise en imagerie diagnostique, en développement de logiciels, en analyse d'images médicales et en apprentissage automatique. Au bas de la diapositive, j'ai inclus une puce sur les modèles adaptatifs. Nous n'avons pas encore autorisé de modèle véritablement adaptatif, c'est-à-dire que le modèle d'apprentissage automatique est déployé dans l'environnement clinique et ses performances varient avec le temps en fonction de l'apprentissage. Nous nous assurons que les algorithmes sont verrouillés avant l'autorisation. J'en parlerai davantage plus tard dans la présentation.
Je voulais noter la première technologie autorisée par le FDA américain et Santé Canada en 2017 qui utilisait l'apprentissage automatique, ou du moins qui était commercialisé comme utilisant l'apprentissage automatique. Cela représente une utilisation plus réaliste de l'apprentissage automatique et non des exemples effrayants dont les gens aiment parfois parler dans les conversations. Il s'agit d'une identification simple et automatisée de structures anatomiques. Il a été homologué par Santé Canada en 2017. Il a été démontré que ce logiciel était aussi précis que l'identification manuelle par des médecins expérimentés. Sur cette diapo, j'avais envie de partager les types ou genres de produits que nous avons vus et autorisés au cours des dernières années. Je ne vais pas lire tous les points, mais c'est le type de technologie dont la sécurité et l'efficacité ont été examinés par notre groupe santé numérique. Les exemples comprennent évaluation automatique de la densité du sang et notation de la probabilité de cancer à partir d'images de mammographie, logiciel d'aide à la décision pour la dépression, un outil de triage pour les traumatismes cérébraux légers. Il s'agit de tenter de prendre des décisions éclairées sur l'utilisation de l'imagerie cérébrale dans le service des urgences et un logiciel lié au COVID pour analyser les radiographies des poumons qui a été autorisé en vertu d'une loi spéciale d'urgence pendant le COVID. Ces produits sont nouveaux. Ils sont différents de ceux auxquels nous sommes habitués. Ils n'ont pas de précédent et il n'existe pas non plus de normes internationales que les entreprises ou les régulateurs peuvent utiliser. Ainsi, dans les deux diapos suivants, j'aimerais passer en revue certains sujets que nos équipes techniques doivent prendre en compte lors de l'évaluation de ces produits. Nos équipes d'examen sont en fait assez expérimentées dans la prise de décisions réglementaires pour les produits d'intelligence artificielle dans le domaine des soins de santé, mais que nous considérons, nous, pour informer ces décisions. Veuillez noter quelques-unes dans le titre. Nous évaluons bien plus que ces éléments, mais ça va vous montrer quelques-unes. Premièrement, le biais, ou plus précisément, la qualité des données de formation. En tant qu'organisme de réglementation de ces produits, nous devons être assurés que le produit fonctionnera de manière acceptable et égale sur la population très diversifiée du Canada. Des mesures de performance. Nous devons nous assurer qu'il est testé de manière appropriée. Est-il utilisé pour détecter le cancer ou pour détecter une fracture du poignet, par exemple? Les performances acceptables dépendront largement de la manière dont il est censé être utilisé. Ensuite, l'interopérabilité. Nous devons veiller à ce que l'IA soit intégrée de manière appropriée dans l'environnement clinique sans conséquences involontaires. Nos experts canadiens en intelligence artificielle nous disent que si vous placez un modèle dans un environnement différent de celui dans lequel il a été formé, il y a de fortes probabilités qu'il ne fonctionnera pas comme prévu. Finalement, la promotion de l'innovation. En tant que groupe de réglementation, nous devons trouver un équilibre entre la sécurité et la facilitation de l'accès au marché pour les produits novateurs. Si nous fixons des normes trop élevées, nous n'aurons aucune de ces produits novateurs au Canada. Alors ici, je vais essayer de fournir plus de détails sur les sujets touchés sur la diapo précédente. Alors, favoriser l'innovation.
J'ai également inclus les 6 niveaux automatisation, destinés à décrire les véhicules autonomes. Nous voyons des normes parallèles dans le monde de l'IA médicale. Dans les voitures, nous avons commencé avec le régulateur de vitesse. Maintenant, en progressant vers les niveaux plus hauts, nous avons le régulateur de vitesse adaptatif, l'assistant de voie, le freinage assisté, le pilote automatique de Tesla, etc. Dans le domaine des logiciels médicaux basés sur l'IA, nous remarquons la même tendance. Les entreprises renforcent la confiance des Canadiens dans ces systèmes. Nous ne voyons pas de robots chirurgiens entièrement autonomes, n'est-ce pas? Il s'agit plutôt d'algorithmes de diagnostic qui aident le médecin, mais qui ne le remplacent pas. Peut-être nos produits médicaux d'IA sont-ils de niveau 1 ou 2 sur cette échelle. Je vais passer sur la réglementation efficace, car j'en parlerai un peu plus tard. Des données alors de formation ou de biais. Il s'agit d'un point extrêmement important pour nos évaluateurs. Dans quelle mesure les données de formation sont-elles fiables et représentatives? Le logiciel peut-il être utilisé partout au Canada? Sans entrer dans les détails, cette publication de Nature nous a montré que les performances d'un algorithme entraîné à détecter les mariés, il était très efficace sur les images qui ressemblent à celles de gauche et pas efficace sur les images qui ressemblaient à celles de droite. Pourquoi? L'algorithme a été entraîné sur un énorme ensemble de données globales, mais cet ensemble de données était biaisé en faveur des images nord-américaines. Alors, passons-nous à la vérification et validation. Quelles sont les meilleures façons de tester les algorithmes? Doivent-ils suivre la vérification standard des logiciels ou doivent-ils être testés avec un ensemble de tests indépendants? Des mesures de performance. Quelle est une bonne mesure de performance pour un algorithme de diagnostic? Une sensibilité élevée, une spécificité élevée? Un algorithme qui a été formé en Europe peut-il être appliqué au Canada? Et encore à l'interopérabilité, comment faire en sorte que l'IA soit intégrée de manière appropriée dans l'environnement de l'utilisateur final, sans conséquences involontaires? Je montre cette petite figure tirée de Goodfellow. Il a pu montrer que certains algorithmes peuvent être trompés. Si vous donnez à ce modèle de détection d'images spécifique la photo d'un panda, puis ajoutez un peu de bruit à l'image, l'algorithme est trompé et classe le panda comme un gibbon. Des normes. Bien que des travaux de normalisation soient en cours, il existe peu de normes de sécurité pour les instruments médicaux utilisant l'IA. L'éthique. Bien que cela ne soit pas spécifiquement lié à la sécurité, nous devons envisager toute décision politique ou réglementaire qui tienne compte des populations sous-représentées afin de ne pas élargir par inadvertance les inégalités existantes en matière de santé. J'ai ajouté une figure tirée d'un article très intéressant de l'Association canadienne des radiologues sur les questions éthiques et juridiques. Essentiellement, à partir d'une image médicale, ils pouvaient voir le visage d'une personne. L'anonymat des données est donc discutable. Enfin, voici un défi de taille. Apprentissage adaptatif ou continu. De nombreux produits de l'IA sont conçus de manière à ce que leur performance puisse évoluer dans le temps. C'est un problème difficile à résoudre. Comment pouvons-nous autoriser un instrument médical en nous basant sur le fait qu'il est sûr et efficace
alors que nous ne pouvons pas voir comment il va évoluer dans le temps. Quelles seront ses performances demain ou le mois prochain? Au Canada, nos règlements sont rédigés de telle sorte que si un instrument médical est modifié de manière significative par rapport à l'autorisation initiale, alors le produit modifié doit être autorisé. C'est un obstacle important pour l'apprentissage automatique pour les innovateurs, les régulateurs et finalement et surtout pour les patients. Des modèles d'apprentissage continu ou adaptatif pourraient être utilisés dans le domaine des soins de santé en espérant qu'ils s'améliorent avec le temps et les données. Alors, que fait Santé Canada avec tout cela? Ainsi, l'IA et l'apprentissage automatique sont des dossiers sur lesquels nous avons été très actifs. Nous avons mené de vastes campagnes d'engagement à travers le Canada auprès de diverses parties prenantes. Nous sommes un membre actif de plusieurs sous-groupes du groupe de réflexion AI4H de l'Organisation mondiale de la santé. Nous avons dirigé une délégation technique à des réunions avec le G7. En fait, 2 documents de G7 ont été publiés il y a quelques mois. Fin octobre, nous avons publié une déclaration commune avec le FDA américain et le MHRA britannique sur les bonnes pratiques d'apprentissage automatique. Dans le développement d'instruments médicaux, j'ai ajouté un code QR sur le côté et je vous encourage à le consulter. Nous sommes des membres actifs du groupe de travail sur l'IA des instruments médicaux de l'International Medical Devices Regulators Forum. En fait, il a été décidé récemment que le Canada co-présiderait avec le FDA des États-Unis le groupe de travail sur le logiciel en tant qu'appareil médical de l'International Medical Devices Regulators Forum. Nous bénéficions également des conseils de notre comité consultatif scientifique en santé numérique pour nous aider à orienter nos futures directions en matière de santé numérique et d'intelligence artificielle. Et bien que nous ayons dû déplacer quelque peu les ressources pendant le COVID, nous espérons publier notre première guide directrice sur les exigences de pré-commercialisation pour les instruments médicaux basés sur l'apprentissage automatique. Alors, comme nous l'avons mentionné, nous espérons publier un projet d'orientation ou une ligne directrice sur les instruments médicaux utilisant l'apprentissage automatique dans les prochains mois. Les orientations incluront probablement les définitions, ce que nous avons vu aujourd'hui comme étant très important pour que nous parlions tous le même langage. De même, nous envisageons de formuler des recommandations à l'intention de l'industrie et des développeurs de logiciels sur description de la manière dont l'algorithme a été développé, comment l'utilisateur peut voir comment l'algorithme a fait sa recommandation, éléments de l'analyse de risque du fabricant, et finalement, ce qui est un sujet assez important, la transparence. Quelle sorte d'information est fournie aux utilisateurs concernant les performances? Par exemple, le logiciel est-il précis à 90% dans la détection des maladies? Et si l'algorithme est sensible à 70%, nous voulons essentiellement que l'utilisateur final comprenne ce que l'algorithme peut et ne peut pas faire, afin qu'il soit pleinement informé. Alors là, on va parler de le défi auquel nous faisons face. À gauche est représenté l'état actuel de la réglementation de l'IA. Le modèle est formé, verrouillé et vendu. Si ce modèle est modifié, il doit faire l'objet de nouvelles autorisations, ce qui entraîne des semaines, voire des mois de retard pour les approbations et surtout retard l'accès des Canadiens à l'innovation. À droite, le scénario idéal. L'algorithme a accès aux données, apprend, s'améliore, espérons-le, et profite au système de santé
et aux patients presque instantanément. Le défi. Comment réglementer un produit qui évolue dans le temps? Nous ne pouvons pas autoriser quelque chose aujourd'hui qui sera différent demain. Nous sommes donc fiers que Santé Canada aille de l'avant dans l'élaboration d'une voie de réglementation spécifique pour les instruments médicaux adaptés à l'apprentissage automatique. Le message principal de cette diapo est de comparer ce qui est actuellement fait pour réglementer les instruments médicaux et ce qui est notre proposition actuelle, de permettre aux modèles adaptatifs d'être vendus au Canada tout en maintenant une surveillance appropriée. En haut, à droite de la diapo, on voit une façon trop simplifiée de mettre un produit à risque moyen ou élevé sur le marché. Le fabricant demande l'accès au marché. Santé Canada évalue les preuves avant la mise en marché et, une fois le produit utilisé, nous exerçons une surveillance après la mise en marché. Mais considérez l'approche du cycle de vie en bas à droite. Le fabricant a maintenant deux façons de commercialiser son produit, par l'intermédiaire de Santé Canada et par un accès direct à l'utilisateur s'il a un plan approuvé à cet effet. Comment? Alors, Santé Canada maintiendrait une surveillance réglementaire dans tous les domaines, mais nous utiliserons des concepts tels que l'évaluation de pratiques d'apprentissage automatique de l'entreprise, pré-autorisation de l'état futur du produit, l'autorisation préalable de la méthode pour réaliser le produit futur et une surveillance renforcée dans le monde réel. L'entreprise devrait normalement demander l'accès au marché. En fait, elle devrait faire un peu plus de travail au début, mais une fois que le produit est autorisé avec un plan autorisé, tant qu'il reste dans le cadre de ce plan, ils peuvent déployer ce produit directement à l'utilisateur. Nous ne prétendons pas qu'il s'agit de nouveaux concepts. Ils seraient nouveaux au Canada, mais nous voulons aussi reconnaître la mérite des autres juridictions, comme les États-Unis qui ont proposé ces mesures, ou même le Japon qui les a mises en œuvre pour les produits de l'IA. Cette proposition a donc un impact positif sur le système de santé canadien. Notre vision est simple. En éliminant certains obstacles avant la mise en marché, en ajoutant les exigences supplémentaires avant la mise en marché et un niveau approprié de surveillance après la mise en marché, nous pouvons favoriser l'accès, promouvoir l'innovation, tester de nouveaux concepts et s'aligner à l'international, tout en maintenant notre standard élevé de protection de la santé et de la sécurité des Canadiens. C'est donc la dernière vraie diapo et je voulais terminer par une demande de votre part. Cette diapo est simplement un appel. C'est un appel à une collaboration accrue entre les parties prenantes. Nous sommes assez fiers de certaines des collaborations que nous avons actuellement avec des prestataires de soins de santé, des utilisateurs, des universités et des entreprises. Mais il y a toujours de la place pour encore plus. Dans le monde de la santé numérique, travailler plus ensemble est presque une nécessité. Sur la droite, j'ai dressé la liste de certaines questions qui ont été posées dans des divers forums, y compris lors de la présentation comme celle-ci. Et ma réponse est toujours la même. Collaboration et communication accrue. Alors, je vous remercie de votre attention et je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci beaucoup, Ben. C'était très intéressant. Je vais tout de suite passer aux questions. Je vois que nous en avons quelques-unes dans le Q&A box. Alors, première question. Est-ce que tout type de trousse de dépistage, VIH, grossesse, cancer, serait un classe 4? Donc, je n'ai pas capté le genre de produit dont on parlait.
Donc, ce seraient des kits de dépistage ou des trousses de dépistage, comme, par exemple, dépistage de la grossesse, d'un cancer ou du VIH. Est-ce que tous ces instruments-là seraient considérés comme des instruments de classe 4? Donc, en fait, ce n'est pas notre groupe qui en spécialise, donc je ne suis pas dans la meilleure position de répondre à ça. À moins que BC a une meilleure réponse, peut-être je peux contacter le groupe qui spécialise là-dessus et qui revient là-dessus. Tout à fait, oui, tout à fait. On pourra donc fournir une réponse plus tard. Alors, on a une autre question. Avez-vous établi un seuil de précision, sensibilité, spécificité d'un algorithme de prédiction d'apprentissage machine pour qu'il soit ainsi proposé à Santé Canada comme un instrument médical à apprentissage machine? Disons, est-ce qu'on a précisé déjà des limites avec lesquelles on est confortable? Si j'ai Oui, bien... oui, c'est ça. Avez-vous établi un seuil de précision sur la sensibilité? Je crois pas qu'on est à ce point-là. Et il faut admettre que un minimum de précision et de spécificité, ça va aussi dépendre de l'application. Disons, il y a certaines applications où des limites vont différer entre les applications. Donc, c'est difficile à donner des précisions générales qui vont s'appliquer à toute application. D'accord. J'ai une autre question. Comment le machine learning est-il compatible avec un algorithme statique puisque l'ordinateur peut s'améliorer en fonction du temps? Donc, la compatibilité, même si un algorithme va apprendre entre guillemets, ce n'est pas vraiment un vrai apprentissage, mais qui va changer, l'interaction avec les autres, soit instruments, soit logiciels, va être toujours pareil. Disons, ça va affecter, par exemple, la façon qu'un algorithme prenne sa décision, mais la décision va toujours être une de certaines possibilités concrètes et fixes pour garder la compatibilité. Mais ça, ce n'est pas une question vraiment que nous ne déterminons pas ça, c'est les fabricateurs ou les entreprises qui vont déterminer comment ça fonctionne. Mais normalement, ça va être comme ça que toutes les interactions seront contrôlées de manière de ne pas apprendre, de ne pas changer. Ok, parfait. Une autre question, quel est le niveau d'explicabilité attendu dans l'évaluation utilisant des techniques d'intelligence artificielle? Donc, encore, pour revenir au principe qu'on avait décrit un peu dans les diapos partagés, c'est, attends que je revienne là-dessus, disons, le principe de base est pour expliquer à l'utilisateur comment l'algorithme prenne sa décision. Donc, ça va dépendre aussi du genre de l'algorithme, mais vraiment de comment il s'est rendu à ça. Donc, le plus qu'on peut être transparent, le plus qu'on peut informer l'utilisateur, le mieux. Parfait. Je vois que nous avons déjà un petit peu dépassé l'heure, donc je vais prendre une dernière question. Évidemment, toutes les autres questions vous seront envoyées, Ben, pour avoir la chance d'y répondre par la suite. Oui, c'est parfait. Donc, dernière question. Une application de soutien à la décision clinique qui utilise les technologies d'intelligence artificielle est-elle considérée comme un instrument médical? Oui. Voilà, donc c'était une réponse très claire. Merci beaucoup. Écoutez, c'est le temps de conclure ce webinaire. Je voudrais remercier tous nos participants et remercier aussi particulièrement nos experts de Santé Canada qui se sont rendus disponibles pour ce webinaire. Donc, merci beaucoup, c'était très intéressant. Je vous souhaite à tous une très belle journée. Merci et au revoir.